La première chose que je voudrais dire sur le négationnisme en général, parce que moi, dont c'est un petit peu le métier, d'accompagner parfois des victimes d'actes criminels ou leurs familles à un procès, ou d'accompagner les auteurs d'actes criminels à un procès, je me rends bien compte que le plus insupportable, finalement, n'est jamais le crime commis et que la question du procès criminel, quel qu'il soit, je parle au niveau des individus, est finalement toujours celui ou pas de sa reconnaissance. L'objet d'un procès, au sens de sa signification, pour que nous puissions vivre ensemble, pour qu'il y ait quelque chose à sauver chez une personne qui a contrevenu aux lois les plus essentielles de la société et de savoir s'il est possible qu'il appréhende son crime. Le négationnisme donc, se déplace du niveau des individus à un crime de masse et le crime des crimes au sens où il tend à effacer ce qu'il y a eu de pire. Et c'est une notion de civilisation beaucoup plus encore, peut-être, que d'histoire ou de mémoire. Et je voudrais saluer Valérie Gounet parce que quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais lu un de ses livres et j'avais compris, je crois, une chose, c'est que le négationnisme n'est pas toujours une affaire d'État, mais il est depuis toujours une affaire d'État. Et si je me rappelle bien ce qu'elle a écrit, le négationnisme commence non pas avec la découverte des chambres à gaz en 1945, mais il commence sous la plume de Racinier et quelques autres en 1948, quand l'État d'Israël naît. Le négationnisme est créé de toutes pièces pour contester la création de l'État d'Israël. On a dit à cette époque, c'est une supercherie pour justifier une réparation par les Nations Unies, etc. Donc c'est depuis toujours une affaire d'État. Et j'en veux un autre exemple, beaucoup plus récent, le sommet de Durban numéro 1 en Afrique du Sud, en 2001, quand des nuits entières et des nuits entières, on discutait en plénière pour savoir s'il fallait écrire Holocauste avec un grand H ou avec un petit H. Et ce qui était insupportable à ces gens-là, évidemment le terme Shoah devait être rayé et le terme Holocauste avec un grand H aussi. Donc c'est depuis toujours et de plus en plus une affaire d'État. Et j'en viens évidemment à l'Iran. Souvenez-vous cette conférence du président Ahmadinejad les 13 et 14 décembre 2006. La vérité sur la Shoah. Et cette conférence, elle vient à un moment particulier où l'Iran faisait en même temps des annonces et des avancées sur son programme nucléaire. Ce que je veux vous dire, c'est que le négationnisme est depuis toujours une affaire d'État et est en même temps toujours le support et le soutien d'un instrument politique. C'est le discours négationniste d'Ahmadinejad qui nous dit « Puisque les sionistes sont des menteurs et des inventeurs et qu'ils ont l'arme nucléaire, je dois moi aussi avoir l'arme nucléaire des faibles. » C'était la même chose du reste au Pakistan avant d'autres bouleversements. Et c'est donc un instrument d'État au service d'autres intérêts d'État. Dans ce contexte-là, évidemment, quand il y a des politiques d'État, quelles mesures avons-nous? J'ai à côté de moi Frédéric Ancel. Face à des politiques d'État agressives et délibérément agressives, nous avons deux outils, la guerre ou la loi. Comment lutte-t-on contre un État? Soit par des conventions, soit la diplomatie, soit par la loi. Portons-nous un petit peu, s'il vous plaît, sur la loi. La loi est devenue une absolue nécessité dans ce phénomène d'idéologie contestataire portée et relayée par des États. Je voudrais juste prendre un élément déjà pourquoi elle est nécessaire, notre loi française. Parce qu'elle nous permet, ici, en France, de nous battre contre n'importe quel propos négationniste pour peu que je puisse le constater en France. C'est la fameuse application territoriale de la loi française. Je peux poursuivre en France une infraction dont l'un des éléments constitutifs a été commis sur le territoire national. Et la loi française permet à tout négationniste, théoriquement du moins, de se sentir en danger.
parce qu'il peut être poursuivi dès lors que je peux, notamment sur Internet, constater ses propos en France. Alors c'est peu de choses face à un État, c'est peu de choses face à des immunités et des moyens, mais on n'a rien de mieux et surtout on n'a rien d'autre. La loi française permet donc traditionnellement de poursuivre n'importe quelle infraction dont l'un des éléments constitutifs a été fait ou constaté sur le territoire national. Et la loi, en absolu, doit permettre de réprimer des comportements d'une particulière gravité. Je veux juste 2 secondes revenir sur ce qui vient de se passer avec l'affaire de la loi sur le génocide arménien. Parce que je voudrais vous dire que quel que soit l'avenir de cette loi, nous venons d'assister à une immense victoire. À une immense victoire. Et quand vous dénoncez à juste titre les programmes, les moyens mis en place par l'ambassade de Turquie en France, les moyens considérables dévolus à faire pression sur les sénateurs, sur les parlementaires, les agences de communication, etc. Vous savez, moi, dans mon métier de défense pénale, j'ai appris une vérité élémentaire. Qui se sent morveux se mouche. Et vous dites, on prend une loi qui réprime toute contestation d'un génocide reconnu par la loi française, et la Turquie rentre en ébullition et organise des manifestations sur le territoire national. Quelle plus grande reconnaissance par la Turquie du génocide arménien que les manifestations consécutives à l'adoption de la loi en France. C'est en cela où la politique turque est à la fois extraordinairement choquante, mais elle est aussi extraordinairement stupide pour les intérêts qu'elle prétend poursuivre. Et je voudrais juste vous dire pourquoi je suis choqué que cette loi, qui est une nécessité absolue, je suis choqué et attristé qu'elle ait rencontré de si mauvais procureurs en la personne qui sont des personnalités les plus éminentes en France. Je parlais bien sûr de Pierre Nora, je parlais bien sûr de Robert Badinter. Et pourquoi tout ce qu'ils ont dit, à mon avis, est éminemment contestable. On nous avait dit d'abord, c'était la loi de reconnaissance du génocide arménien, c'est une loi déclarative. Excusez-moi, il y a ici un conseiller régional, moi je suis conseiller de Paris. On passe notre vie en conseil de Paris à adopter ce qu'on appelle des motions déclaratives, c'est-à-dire des vœux sur à peu près tout et n'importe quoi qui concerne tout ce qui se passe sur Terre, sauf la vie des Parisiens. Et on nous explique que la loi ne pourrait pas être déclarative. La loi est ce qu'elle veut, c'est l'expression, c'est la définition même de la loi, elle est souveraine par essence et par nature. Et on nous a dit, c'est une loi qui fixe l'histoire. Le Parlement n'est pas un tribunal. Juste un élément basique. Si le 14 juillet est la fête nationale, en vertu de quoi le 14 juillet est la fête nationale? En vertu d'une loi. C'est donc bien le Parlement qui fixe quand on a, par exemple, une fête nationale. En l'occurrence, c'est la loi du 6 juillet 1881. Si la Marseillaise est l'hymne national, c'est bien parce que sa constitution l'a décidé et elle reprenait des lois qui l'avaient décrété. Donc, c'est notamment à la loi de fixer l'histoire dans n'importe quel pays. Et je ne comprends même pas ce débat, parce que je parle à mon extrême gauche. Il y a un professeur qui fixe les programmes de l'éducation nationale. C'est le décret. C'est par voie de circulaire que le ministre et le ministère fixent les programmes de l'éducation nationale. Mais dans la hiérarchie des normes, au-dessus de la circulaire, il y a bien la loi. Si on reconnaît, heureusement, qu'il doit y avoir un programme d'histoire pour les classes fixé par la circulaire, on interdirait à la loi, la norme supérieure, de fixer des normes essentielles en termes d'histoire. C'est aberrant, c'est proprement aberrant. Et enfin, je vais vous dire pourquoi cette loi est absolument nécessaire, et je veux parler d'une expérience que nous avons vécue avec Dominique Sopo lorsque nous avons fait un procès à Pierre Péan sur la négation du génocide des Tutsis. Pierre Péan a commis au moins 2 livres où il nie, à proprement parler, le génocide des Tutsis, où il prête aux Tutsis des termes qui sont ignominieux, et j'espère que ces propos que je tiens lui seront rapportés, et j'espère qu'il me collera un procès pour que je puisse m'en défendre convenablement. Il a tenu des propos ignominieux sur les Tutsis, notamment en les traitant collectivement de menteurs, etc. Et nous sommes retrouvés sur le Rwanda exactement dans la même situation que nous étions sur la Shoah avant la loi Guesso. C'est-à-dire que les critères usuels de la loi, la diffamation raciale, l'incitation à la haine, ne permettaient pas
avant 1990, de condamner des propos négationnistes. Et c'est pour ça que le législateur a adopté une loi en 1990. Eh bien, Pierre Péan a été relaxé 2 fois par le tribunal, la 17e chambre et la Cour d'appel de Paris. Et j'ai la faiblesse de croire que grâce à cette loi nouvelle, qui, bien sûr, consacre le génocide arménien, mais si demain, les parlementaires devaient consacrer la loi, par la loi, le génocide des Tutsis, eh bien, des Pierre Péan devraient se taire. Et si je prends tous les critères de Robert Badinter pour dire en quoi cette loi sur le génocide arménien ne serait pas constitutionnelle, en l'occurrence, ils sont tous à écarter en ce qui concerne le génocide des Tutsis, puisque la France, et notamment les plus hautes autorités françaises, y sont mêlées, et plutôt avec les 2 mains et jusqu'au cou. Donc, il est évident que nous n'avons pas de choix que de devoir réprimer des phénomènes par la loi. Et le plus important, quand bien même il n'y aurait pas d'auteur de génocide arménien vivant sur le territoire national, quand bien même la France n'était pas partie au génocide arménien en 1915, il y a quand même extraordinairement un immense nombre de descendants de victimes qui sont en France, y compris à cause de cela. Et là, il y a bien un intérêt direct à ce que le législateur français intervienne. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des citoyens français blessés dans leur mémoire et qui ont dû fuir et être accueillis par la France, y compris en raison des politiques de persécution menées à l'époque en Turquie. Donc je crois que cette loi est une nécessité. Je crois qu'elle est absolument légitime. Et je crois que nous n'avons pas d'autre choix et que c'est du rôle et de l'honneur du Parlement français que de se saisir de ce genre de questions. Et que s'il ne fait pas cela, je me demande, surtout à l'aune de la période législative que nous allons vivre, à quoi cela sert-il ? Je vous remercie.